Mesdames et messieurs, bonsoir. Il pleut abondamment sur la Côte d'Ivoire, particulièrement sur Abidjan et ses environs. Ces pluies diluviennes entraînent des inondations meurtrières, des éboulements, des effondrements de constructions également. Malheureusement, les années passent et se ressemblent presque. Cette année encore, il y a eu des morts, 19 au total, et des personnes portées disparues. Au cours des échanges de ce soir, nous en ferons le constat, nous aurons des explications et les spécialistes présents sur le plateau nous diront comment remédier à cette situation qui semble échapper à tout contrôle depuis des années. Nos interrogations auront leur réponse avec M. Koupo Nyoleba. Bonsoir. Vous êtes le conseiller technique du ministre de la Ville. Et juste auprès de vous, M. Tapé Zekri. Bonsoir. Bonsoir. Conseiller technique du ministre de l'Assainissement. Ensuite, nous avons le lieutenant-colonel Fanou Jean de Clarence. Bonsoir. Bonsoir, directeur général adjoint de l'Office national de la protection civile, ONPC. Et enfin, M. Messouwa Messou Augustin, directeur général de la construction, de l'architecture et de la maintenance. Bonsoir. Bonsoir, en tout cas, merci à vous, messieurs, d'être là ce soir. C'est sûr, vous le savez, que les téléspectateurs attendent avec beaucoup d'impatience vos éclairages. Mais avant cela, je vous invite à regarder ceci. Nos équipes de reportage ont fait le tour sur le terrain. Voici leur constat avec Flora Ballot. Chaque année, la saison des pluies impose un triste visage à la ville d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Depuis le début des intempéries, toute la ville subit de graves dégâts des eaux pluviales. Dans la commune de Yopougon, un immeuble en construction s'est effondré, faisant plusieurs blessés graves. À Abobo-Belleville, la petite Kei Ellis a perdu la vie. Dans les communes de Koumassi et Marcory, le décor est le même. Des quartiers entiers sont submergés par les eaux de pluie, laissant les populations dans le désarroi total. Mais le cas le plus frappant reste celui de la commune d'Anyama, au nord d'Abidjan, où ce jeudi 18 juin a été un jeudi noir en Côte d'Ivoire. En effet, les pluies tombées toute la nuit précédente ont coupé au petit matin le chemin de fer et s'en sont suivis des éboulements de sol qui ont englouti des dizaines d'habitations situées à proximité de la voie ferrée. Le bilan macabre ne cesse de s'alourdir. Le dernier, à la date d'hier, fait état de 19 morts. Certaines personnes restent introuvables, ensevelies sous la boue et les décombres. Très tôt ce matin, à cause de la pluie, une partie du chemin de fer s'est écoulée sur les maisons. Il y a eu beaucoup de morts, mais quelques-uns sont sortis vivants. Nous disons Dieu merci car nos parents sont sains et saufs. Voilà, je suis venu ce matin environ midi. Je suis venu trouver que le quartier était détruit. Maintenant, moi, j'ai appris le son depuis 8 heures. Je suis venu trouver, il y a au moins quelque chose de 100 maisons qui sont déjà détruites ici. Le premier adjoint au maire d'Anyama, visiblement choqué, revient sur les faits. Nous sommes dans la douleur. Nous avons été alertés de l'éboulement de terre derrière les rails et ça nous a beaucoup frappé. Nous déplorons le décès de 13 personnes. Les recherches continuent et avec quelques blessés. Vraiment, c'est un drame que nous essayons de gérer. Donc nous disons merci à Dieu pour vraiment beaucoup de gens qui ont été sauvés. Le lieu du drame, le quartier Ran d'Anyama, est construit dans un bassin d'orage, où est interdite toute construction d'habitation. Malgré cette interdiction, des dizaines de maisons y poussent chaque année comme des champignons, sans tenir compte des règles minimum de construction, et ce, au vu et au su de toutes les autorités compétentes. Des interrogations subsistent. Pourquoi la saison des pluies continue-t-elle de faire autant de dégâts matériels et cause-t-elle d'énormes pertes en vies humaines? N'existe-t-il pas de solution définitive à ces catastrophes qui endeuillent année après année notre pays? Alors, tout de suite, je voudrais m'adresser à vous, mon colonel. Vous êtes le DGA de l'Office national de la protection civile. 19 morts à Anyama, c'est dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Effectivement, le 18 juin matin, aux environs de 5h30, le quartier Ran a connu un drame. Le chemin de fer est aménagé sur un passage. C'est une colline sur laquelle le chemin de fer passe. Et vous avez des habitations en contrebas, dans la servitude du chemin de fer. Et avec la forte pluie, la colline s'est égorgée de l'eau. C'est égorgée d'eau
et le sol, il est argileux. L'argile, en présence de l'eau, se dilate. Et il y a eu un glissement de terrain avec un écoulement de boue et les maisons ont été détruites. On déplore environ 19 morts. Il faut dire que très tôt le matin, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a été alerté, qui a dépêché un détachement sur les lieux avec des fourgons, des ambulances, une brigade cynophile pour rechercher les victimes sous les débris. Donc, le premier jour, on a sorti des décombres, 13 personnes qui sont décédées. Et 19 personnes sont blessées et ont été évacuées à l'hôpital d'Anyama. Présentement, il y a 614 personnes qui sont impactées par la catastrophe et qui sont prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a 300 personnes à l'église Notre-Dame d'Anyama et environ 315 personnes à la Grande Mosquée. Voilà un peu. D'accord. De façon générale, après ces inondations, quel est le bilan? Le bilan est de 17 morts, puisque les recherches, les opérations de recherche se poursuivent. Le premier jour, le 18, les recherches se faisaient à la main. Et à partir de vendredi, là, les recherches ont commencé avec des pelleteuses pour voir un peu ce qu'on pouvait retrouver. D'accord. En restant sur ce cas, mon colonel, est-ce que ce n'était pas presque prévisible, parce que vous venez de décrire une zone qui est habitée, il pleut abondamment, la zone est argileuse. Votre description nous dit que c'était presque prévisible. Le risque, il est prévisible parce que un talus, lorsqu'il se gorge d'eau, il dégringole sous l'effet de son poids. Alors qu'on a des habitations en contrebas. Donc il y a risque d'accident. Ça aurait été un déraillement. Le train qui déraille avec ses wagons, ses citernes d'hydrocarbures, ça allait être encore plus dramatique. Voilà. Parce que les populations ne doivent pas se retrouver dans le périmètre, dans la zone de servitude du train. Très bien. Alors là, je voudrais m'adresser à vous, M. Okupo Nyoluba. Et pourtant, les populations y sont. Oui, c'est ce qui est dommage. Parce que, d'abord, s'il y a eu éboulement, je pense que le passage de l'eau était fermé. Parce que si l'eau vient à un certain volume et qu'elle n'a plus de passage, c'est sûr qu'elle va certainement aller contre les talus. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, au pied de ces talus-là, il y a des habitations. C'est ce qu'on constate dans notre ville et ce qui est vraiment dommage. Souvent, c'est de l'habitat précaire et souvent, les gens ne voient pas les dangers. Et quand il y a des accidents, qu'on arrive, que les gens sont en vie, quand on leur dit de se déplacer, et qu'ils ne savent pas où aller. Et je pense qu'il est temps que nous prenions des mesures pour pouvoir déplacer ce type de population pour que nous n'assistons pas à ce genre de... Oui, vous le dites, les populations ne voient pas le danger, mais est-ce que le ministère de la Ville ne voit pas le danger pour anticiper? Justement, le ministère, vous savez, le ministère de la Ville est un jeune ministère qui se met en place, qui est en train de mettre toutes les stratégies de développement de la ville en place pour pouvoir mener des actions avec tous les acteurs qui interviennent sur la ville. Vous savez, il y a tellement d'interventions sectorielles que pour finir, si on ne met pas toutes les actions ensemble pour mener des réflexions, c'est sûr que les actions qui se font d'une manière isolée peuvent ne pas être efficaces. Et il est temps que tout cela soit coordonné. Alors, c'est le rôle que le ministère de la Ville va jouer. D'accord. Si vous dites que le ministère de la Ville est jeune, je ne pense pas la même chose pour le ministère de l'Assainissement, M. Tapé-Zécré. Ce sont des choses qui sont connues. Et chaque année, à la même période pratiquement, on attend de grosses pluies, on s'attend à des inondations, mais on continue de compter les morts. J'ai envie de dire, à partir d'un moment, on n'a pas pris la décision qu'il faut là, M. Tapé-Zécré. Si, bon, d'abord nous inclinons vraiment face à ce drame-là qui frappe la Côte d'Ivoire, parce que ça fait 2 années dessus, sinon 3 même que cela arrive. Et quand ces drames sont arrivés en 2018, effectivement, les dispositions ont été prises. Quand madame est arrivée au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, elle a organisé un séminaire de réflexion
qui a regroupé toutes les parties prenantes. Hein, comme dit mon voisin Coupeau, parties prenantes, tous les sachants sont réunis pour effectivement s'interroger sur pourquoi les causes, sur les causes vraiment des pluies et des inondations qui arrivent sur Abidjan et sur la Côte d'Ivoire. Donc cet atelier de réflexion aboutit à des conclusions qu'un comité ministériel de tous les ministres qui sont donc parties prenantes a endossé et qui qui a fait l'objet d'une communication au Conseil des ministres qui a sorti vraiment de décisions, de plans d'action que nous sommes en train de mettre en place. Et le cas précis, bon, c'est peut-être la rue Ministre, le cas précis c'est Bonoumé, le cas précis c'est Fandasso, Château d'Eau, le cas précis c'est Sinakassi. Bon, d'autres cas qu'on connaît, c'est Marcory, Canal Anoumambo, voilà des cas précis que nous connaissons. Oui. Donc, le plan se met en place. Se met en place. Vous l'avez dit tout à l'heure, 2018, il y en a eu, on s'en souvient encore, nous avons eu peut-être sur 5 années, nous avons eu pratiquement la même émission, à la même période, pour dénoncer les mêmes choses, des inondations. En juin, on s'attend à de grosses pluies tout de même. J'ai envie de dire, vraiment, la bonne décision n'a pas été prise jusqu'à présent. Si les décisions se prennent de façon graduelle, elles sont bonnes, mais elles se prennent de façon graduelle. En matière d'assainissement, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. L'encombrement vraiment des canaux, des ouvrages par les populations. L'occupation des servitudes. L'occupation des bassins d'orage, comme vous voyez, devant la pression urbaine. Les gens s'installent partout où ça s'installer. Le schéma directeur de la ville d'Abidjan, pour parler que de ça, date de 1973, il a été actualisé en 1981. Devant la pression urbaine, rien n'avait été fait. Et l'actualisation a été faite en 2019. Vous voyez le temps qui s'est passé, où les populations sont allées de partout. Et c'est en 2019, effectivement, que ça a été mis en place. Et le plan dont je parle sort effectivement de ce schéma directeur qui dit voilà comment il fallait mettre en place ceci, cela. Et par rapport à ça, bon, il y a eu une table ronde qui a été organisée avec des décisions à les bailleurs de fonds qui ont proposé, qui ont eu manifesté l'intention de financement, que madame a poursuivi, on a fait les protocoles, c'est mis en route. Avant-hier, vendredi, avec la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a signé un financement de 188 milliards pour faire face vraiment aux problèmes de résidence en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a signé un prêt avec la BOAD de 29 milliards dans le bassin versant de Gourou, avec l'AFD. Des travaux d'urgence sont déjà en route, et ainsi de suite. Voilà les actions. Et puis, de façon concrète, au niveau même du budget gouvernemental, suite à cet atelier qui a été organisé, l'action était clairement définie. Pour que la rue Ministre n'est que le bouton de la fièvre que nous avons. Le problème ne vient pas forcément de la rue Ministre. Elle venait vraiment de l'amont. C'était un grand bassin versant qui commence à Génie 2000, qui passe à la rue Ministre, qui passe par l'Abra et qui aboutit au Golfe. Du temps où c'était juste, à Palmyra était juste un petit lotissement. Il n'y avait pas de problème. Mais les gens ont commencé, le quartier a commencé à s'étendre, à se construire. Or, là où il y a des constructions, l'extension d'une ville, il faut mettre en place des moyens, des infrastructures qui accompagnent. C'est ça qui a fait défaut. Et suite à cette réflexion, effectivement, l'État a décaissé près de 9 milliards pour que le ministère de l'Assainissement réalise des travaux aujourd'hui à Génie 2000, à la rue Ministre, à l'Abra et jusqu'au Golfe. C'est ça qui fait que ces jours-ci, on n'a vraiment pas enregistré de débordements ou bien de dégâts. La rue Ministre, on va en parler certainement. Oui, ces informations que vous donnez, nous les avons, nous entendons bien cela, mais on continue. Et là, je voudrais m'adresser à M. Messou. On parle toujours de nous avons décidé, nous avons arrêté certaines choses, il y a de l'argent qui est sorti, mais on continue de compter des morts. Malheureusement, je suis obligé de le dire comme cela, c'est ce que les téléspectateurs, c'est ce que les populations décrient jusqu'à présent. Et je vous assure que le ministère de la Construction, vous êtes beaucoup cité, parce qu'il y a des constructions qui sont là où il ne faut pas. Oui, merci, monsieur Lassiné, effectivement. Je voudrais commencer d'abord par identifier les causes vraiment de ces inondations récurrentes. La première cause qu'on peut identifier ici, c'est le fait que quand nos techniciens chargés de cette action dimensionnent les conduites et les canalisations, ils tiennent compte naturellement de la pluviométrie, de l'intensité vraiment des pluies. Mais comme on ne maîtrise pas Dame Nature, il peut y avoir un peu plus de pluie que prévu. Et puis donc les canalisations peuvent déborder. Ça peut être une des raisons. L'autre raison, c'est l'usage
le mauvais usage que les populations font des canalisations. Nous savons tous que les gens déversent les déchets ménagers dans les caniveaux, les déchets plastiques. Donc, ce qui fait que les canalisations, les caniveaux ne peuvent pas correctement évacuer les eaux pluviales. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que dans une situation pareille, il faut prévoir ce qu'on appelle des bassins de rétention. Les bassins de rétention peuvent être une certaine solution, n'est-ce pas, pour recueillir le surplus d'eau. Et puis l'autre intervention pour aboutir à votre question, ce sont les constructions anarchiques, l'incivisme des populations, parce qu'il ne faut pas construire là où naturellement l'eau de pluie doit être évacuée. Donc quand on construit et qu'on fait obstruction, naturellement l'eau va se frayer un chemin. Et quand l'eau se fraye un chemin, c'est bonjour les dégâts. Oui, donc voilà un peu. Oui, ce que vous dites, ce dernier point, ce que vous dites est évident. Mais lorsque des personnes ont eu à construire là où il faut, pourquoi est-ce que vous laissez faire? Bon, mon frère Lassiné, il y a beaucoup d'actions. Parce que vous êtes accusé par la suite. Pourquoi en amont, vous ne réagissez pas? Non, ça, je comprends. En fait, il n'y a pas qu'on n'agit pas en amont. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. La question du contrôle est une question transversale. À tous les niveaux, il faut un contrôle. Il y a beaucoup de choses que l'État fait. Vous assistez à beaucoup de déguerpissements au niveau de la ville d'Abidjan. Mais les défis sont nombreux. En termes de solutions, par exemple, nous nous sommes rendus compte que les tests en vigueur n'étaient pas suffisamment corsés en termes de sanctions, en termes d'amendes. Donc nous avons renforcé. Il y a eu le Code de la construction et de l'habitat qui a été adopté, qui vient renforcer, qui vient amplifier non seulement les pénalités, les amendes, et c'est devenu beaucoup plus dissuasif. Il y a le décret sur le permis de construire qui découle vraiment de ce code, qui est venu encore pour renforcer l'arsenal juridique. Et il y a le décret 2019 qui modifie le décret 2015 qui a créé le guichet unique du permis de construire, qui a mis en place une plateforme collaborative de visite pour étoffer l'équipe de contrôle sur le terrain. Parce qu'effectivement, nous sommes conscients que au niveau du contrôle, il y a un déficit que nous voulons combler. Parce que si le contrôle est efficace, ça va nous permettre en tant qu'administration d'anticiper et, n'est-ce pas, d'empêcher que tous ceux qui s'installent au niveau des sites dangereux ou identifiés comme tels ne s'installent pas. Donc c'est ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, avec ces différents tests, avec ces différentes amendes, ça nous permet d'avoir un peu de moyens pour renforcer la brigade. Je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'effectifs, c'est étoffé parce que c'est l'ensemble des ministères techniques, le district d'Abidjan et l'ensemble des communes qui sont parties prenantes de cette brigade de contrôle sur le terrain pour parler du contrôle administratif. Et ça nous permet de régler deux questions. La première question, c'est le due business en termes de classement parce qu'il y avait des contrôles pléthoriques vraiment sur les chantiers. Ça nous permet de régler cette question. Et le deuxième volet, vraiment, c'est l'efficacité du contrôle sur le terrain. Si nous avons les effectifs, si nous avons les moyens matériels et financiers pour accompagner vraiment nos acteurs qui sont sur le terrain, je pense que ça va nous permettre vraiment en amont d'être efficaces et d'empêcher que les populations s'établissent vraiment au niveau des sites dangereux ou identifiés comme tels. L'autre pan aussi qui est important, je profite de cette tribune, vraiment pour interpeller et puis sensibiliser vraiment nos populations. Parce que c'est important, tout à l'heure, M. Koupo l'a dit, les populations ne voient pas le danger venir. Ils s'installent là où il ne faut pas. Et puis après, bonjour les dégâts. Donc il faut qu'on interpelle nos populations, il faut qu'on les sensibilise, il faut qu'on communique pour leur dire que là, c'est dangereux, il ne faut pas s'établir. Mais en même temps, je suis entièrement en phase avec vous. Il faut qu'en tant qu'administration, notre rôle, c'est de veiller au respect de la réglementation en vigueur. Donc de prendre toutes les dispositions pour ne pas que les populations s'établissent là où il ne faut pas. Oui, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes souvent accusé, quand il y a des inondations et qu'il y a des morts, tout le monde dit, bon, on s'installera, mais il ne va rien se passer. Et effectivement, il ne se passe rien. Je suis obligé d'attirer votre attention là-dessus sur ce plateau parce que ça se dit et ça se voit. Je comprends, M. Lassiné. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Vous savez, quand on identifie au niveau, ne serait-ce que de la ville d'Abidjan, toutes les populations qui sont dans les zones à risque, le nombre est important, le nombre est effroyable. Et donc, en termes de règlement de ce problème, il y a un volet social important. On ne peut pas déguerpir des populations et puis ne pas les accompagner, ne pas prendre des mesures d'accompagnement, ne pas les reloger. Mais tout ça, c'est un coût. L'État investit énormément à ce niveau. Et nous sommes dans cette dynamique, ce n'est pas facile, mais il y a des efforts considérables qui sont faits par l'administration, par le gouvernement, pour reloger, pour déguerpir
Et vraiment, ce n'est pas du tout facile, mais nous sommes dans la dynamique. Tous ceux qui nous ont précédés dans les fonctions que nous occupons aujourd'hui ont fait beaucoup de choses, il y avait des enjeux. Aujourd'hui, nous avons pris le relais, nous sommes dans la même dynamique et je suis sûr que ceux qui prennent le relais demain, peut-être qu'il y aura d'autres enjeux, mais ils vont continuer dans la même dynamique et vraiment pour solutionner le problème auquel nous sommes confrontés. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Très souvent, les uns nous accusent, ils pensent que tel ministère ou tel ministère ne travaille pas, mais il y a des actions concrètes qui sont posées sur le terrain vraiment pour solutionner ces questions-là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'argent vraiment qui sont investis dans ces histoires de déguerpissement, de relogement, des kits de relogement, etc. etc. Okay. Monsieur Koupo, on a l'impression aujourd'hui qu'on ne sait plus où construire parce qu'on construit partout. Mais quel est le véritable problème? Moi, nous, à notre niveau, au niveau du ministère, le constat, c'est que notre planification a atteint ses limites. Je pense qu'il faut revoir notre façon de fabriquer la ville. Tout à l'heure, il parlait des causes, mais il y a une cause importante. Il y a la densification de la ville. On minéralise les espaces, tout devient imperméable, ce qui fait que le volume d'eau de ruissellement il devient important. Il y a certains quartiers qui étaient là il y a longtemps, qui existaient, mais aujourd'hui, qui sont touchés par le volume d'eau qui est important. Et notre ville, on a l'impression qu'il n'y a que le béton qui fait la ville. Non. La ville, il y a aussi le végétal. Nous pensons qu'on doit avoir des parcs, nous devons avoir des espaces boisés pour pouvoir retenir l'eau. Parce que l'eau, même les bassins d'orage qu'on fait, il y a des bassins d'orage qui sont plantés, qu'on plante pour pouvoir retenir l'eau. Parce que l'eau a trois comportements. Quand elle tombe, soit elle ruisselle, soit elle stagne et elle peut s'évaporer, soit elle s'infiltre dans le sol. Or, l'infiltration est un facteur important. Et rien n'est prévu pour que l'eau puisse, à un moment donné, s'infiltrer dans le sol. Alors, nous disons qu'il faut créer des espaces verts. Je vous donne un exemple. À kilomètre 9, il y a eu, en 2018, l'ONAD a fait détruire 2 bâtiments qui étaient construits sur des bassins d'orage. Aujourd'hui, les bâtiments sont partis, la hauteur est partie, mais la partie dalle existe toujours. Il serait souhaitable que ces espaces-là soient boisés et que le quartier précaire qui était là, qui est clôturé, où les gens doivent construire, doit recevoir de la végétation pour que l'eau qui arrive puisse stagner et s'infiltrer dans le sol. Ça aussi sont des solutions. Il n'y a pas que le béton. Oui, vous le dites, je n'ai vraiment pas de doute que j'ai de grands spécialistes, des experts sur ce plateau, mais pourquoi vous le dites depuis on ne le fait pas non plus? Ben nous mettons maintenant les stratégies en place. C'est pour cela que nous disons que les actions doivent être coordonnées pour que certaines spécialités puissent intervenir. Quand on fait la route en ville, ce n'est plus seulement le problème des travaux publics. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. La route telle qu'on l'a fait aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres éléments qui doivent intervenir. Les espaces, les emprises des grandes voies. Les grandes voies, les voies circulantes d'Abidjan, aujourd'hui sont devenues des voies commerciales. C'est-à-dire tout autour, c'est des commerces qui se développent. Et les espaces qui étaient prévus, qui devaient être boisés, plantés, pour pouvoir agrémenter et retenir l'eau, tout est bétonné. Parce qu'il n'y a pas un autre regard. S'il y a un autre regard, c'est sûr qu'en le faisant, ce sera un projet global. Quand on fait la route, on prévoit en même temps les plantations d'arbres. On ne va pas attendre que les gens viennent bétonner tout pour augmenter le volume des eaux pluviales. Nous sommes en fin de continent. La ville d'Abidjan est en fin de continent. Et le relief de la ville d'Abidjan est tel qu'on sent qu'il y a eu un recul d'eau. Nous avons tous appris en géographie qu'il y avait plus d'eau que de terre. Quand l'eau a reculé, il y a eu des vallées, il y a eu des talwegs, et c'est le passage naturel des eaux pluviales. Et aujourd'hui, nous avons densifié, nous avons construit partout, et ces espaces-là, à un moment donné, les gens font des terrassements, et ils construisent là-dedans. Et ça, ce sont des choses que nous relevons, et le ministre de la Ville a fait le tour de la ville pour comprendre cela, et a mis en place aujourd'hui la politique nationale de la ville, qui va permettre à tous les acteurs de mener une action commune. Les maires doivent être mis en contribution. Le maire est au quotidien. Nous sommes là aujourd'hui, c'est l'administration centrale qui est là. Alors justement, c'est ce qui est un peu gênant pour nous autres. On a sur ce plateau 4 ministères. Vous ne pouvez pas dire on doit le faire. Vous devrez plutôt le faire. Alors, on a l'impression que vous n'arrivez pas à encadrer l'évolution de la ville de façon générale.
Et vous allez voir, à partir de 2021, nous allons mettre en application la politique de la ville, si nous avons les financements, et vous allez voir que les actions seront coordonnées. Et à un moment donné, la ville, il faut la repenser. Aujourd'hui, on parle de ville durable, on parle de ville de résilience. Il y a des nouveaux outils de planification à mettre en place. Nous avons mis un comité interministériel qui mène une réflexion avec tous les ministères techniques et les différents ordres disons, les spécialités, les architectes et les urbanistes, pour pouvoir repenser, voir quel type d'outils mettre en place pour que la ville ne se développe plus d'une manière anarchique. Parce qu'à un moment donné, la population augmente, on densifie sans tenir compte des réalités. Je vais vous donner un exemple. Dans ce cas, je vous donne un exemple. Vous voyez le plateau du lycée technique, où il y avait le quartier Washington. Nous avons enlevé Washington, c'est dangereux. Et à un moment donné, la végétation a poussé seule. C'était devenu un espace vraiment bien. Aujourd'hui, ça a été loti. Et des constructions se réalisent. Et en bas, il y a le canal des eaux pluviales. Le ministère de l'Assainissement a mis des bassins d'orage. Et le volume d'eau de ruissellement va augmenter quand tout sera construit. Voilà un problème qui est en perspective. Alors que tous ces espaces-là, si nous les plantons, nous créons des bois, il faut aussi agrémenter la ville. Nous sommes convaincus que cela peut se faire. Et nous avons mené déjà une grande réflexion et c'est sûr qu'à un moment donné, tous les ministères vont se mettre en place. Et ce point que vous avez évoqué justement, c'est M. Tapé-Zekri qui va réagir là-dessus. Mais avant cela, je voudrais m'adresser à vous, mon colonel. Vous n'anticipez pas? Si, bien sûr. L'Office national de la protection civile a pour mission la protection des personnes avant, pendant et après les catastrophes. Avant, justement, on vous voit beaucoup plus après. Non, avant dans la prévention du risque. C'est-à-dire, nous avons une campagne nationale de sensibilisation parlant des inondations avec les structures techniques partenaires. On a un plan d'action, un plan de prévention du risque inondation. Donc, depuis le mois de février, on a fait des réunions pour mettre à jour ce plan de prévention avec sa matrice. Tous les ministères partenaires ont implémenté ce plan d'action. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'actions de prévention et puis la riposte lorsque le risque survient, lorsque la catastrophe survient. Voilà. Mais on a l'impression vraiment, je continue de le dire, que vous ne dites pas tout de suite, voici des sites qui sont à risque, il ne faut pas habiter là. Et si. Non, vous ne le dites pas suffisamment. Si l'Office national de la protection civile fait des missions terrain avec les mairies. Vous ne le dites pas suffisamment au ministère de l'Assainissement ni au ministère de la Construction? Si, nous avons, c'est nos partenaires, le ministère de la Construction. Je m'appelle en 2009, pour le district d'Abidjan, on a procédé à l'identification de toutes les zones à risque du district. Très bien. Voilà, on a profité pour faire le marquage. Ces zones ont été identifiées, marquées. Mais toujours habitées. Ces zones ont été identifiées, marquées, en partenariat avec le ministère de la Construction, la préfecture d'Abidjan, les mairies, même les communautés. Non, je continue d'être d'accord avec vous tout en vous disant, mais ces zones sont encore habitées, M. Tapé-Zekri. Ces zones sont encore habitées et nous, on est confrontés à cette difficulté. J'ai cité des zones bien précises. Ce n'est pas seulement les quartiers. Il y a des quartiers précaires, certes. Ils sont nombreux. Mais il y a aussi des zones où ce n'est pas des quartiers précaires. Comme Sinakasi, pardon, World Partner, ce n'est pas un quartier précaire. Ce n'est pas un quartier précaire. Vous voyez. Le chemin de l'eau qui vient de Akwedo, qui passe par là, qui doit aller à Amputo, est coupé par des constructions. Ce n'est pas un quartier précaire. C'était un bassin d'orage qui était là, qui était bien connu. Mais dans une ville, ce n'est pas tous les sites qui sont constructibles. Voilà, c'est constructible. Il y a ces cas-là que je parle, et il y a le cas de PK9 et d'autres cas qui sont nombreux, comme Bonoumé. Quand on a fait la téléréflexion, on a sorti toute cette documentation, comment les bassins d'orage sont agressés. Au Rosier 5, le bassin d'orage est totalement agressé. Totalement agressé. Vous voyez que tout alentour du bassin d'orage, les bâtiments sont construits comme si c'est un plan d'eau sur lequel les gens veulent être en vacances et tout, comme dans les pays européens. Donc, il n'en est pas question. Oui, nous autres, sans être spécialistes... Oui, par rapport à ça, au niveau du séminaire, effectivement, chaque entité a eu donc il y a une répartition vraiment des rôles.
Je reconnais ici, sur le plateau, qu'en ce qui concerne, par exemple, les sites que je cite, comme Bonoumé, comme Sinakasi, comme d'autres sites comme ça, le ministère de la Construction a commencé effectivement à faire l'évaluation des bâtis. Ce n'est pas d'emblée comme ça qu'on enlève tout. Donc, comme ces gens déjà ont des titres réguliers, il fallait estimer donc le coût de leur bâti. Je crois que cette mission-là a dû s'achever maintenant. Donc, au niveau du comité interministériel, on attend que ce comité, ces résultats soient mis à disposition pour qu'effectivement le gouvernement s'engage dans une politique effectivement de compensation des populations qui seront touchées. Au niveau du drainage, nous sommes vraiment confrontés à cette difficulté. Pour revenir à la situation qu'évoque mon voisin, M. Coupeau, effectivement, on a fait 3 bassins tampons au niveau de l'Indénié. Les 3 bassins tampons n'ont pas été dimensionnés pour recevoir et les sables, et les terres, et les eaux qui dévalent vraiment des surfaces du site technique. On avait dimensionné pour que, effectivement, à l'époque, cette zone était bien verte. Et on recevait justement de l'eau. Aujourd'hui, que ça a été vendu, on ne reçoit plus que de l'eau. D'abord, les volumes d'eau ont augmenté, on reçoit des terres. Et c'est tout le temps que les agents de l'ONAD, sous l'égide du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, sont obligés de curer ces 3 bassins régulièrement. Voilà, ça fait des dépenses aussi pour le budget de l'État dont il faut tenir. Mais je vous assure que les téléspectateurs, lorsqu'ils vous écoutent, ils ont envie que vous leur dites que la situation sera réglée. Nous allons évoluer dans ce débat. Ça ne va pas s'améliorer. D'accord, nous allons évoluer en tout cas dans ce débat. Y a-t-il des difficultés particulières pour maîtriser l'agglomération d'Abidjan? C'est à la fois un constat, une préoccupation et aussi une interrogation. C'est là que se déroulent les inondations, les éboulements de terrain les plus spectaculaires. On saura tout à l'heure de quoi il s'agit. Certains sites ont bien été identifiés par les autorités et pourtant les drames s'y répètent. Donc je vous propose de revenir particulièrement sur la bien connue rue Ministre de la Riviera Palmeraie où le calvaire des habitants continue. La rue Ministre à la Riviera Palmeraie, c'est dans la commune de Cocody, rime à chaque saison des pluies avec désolation. C'est l'un des quartiers huppés de la capitale économique ivoirienne où résidaient bon nombre de ministres au début des années 2000. Ce quartier de rêve où il faisait bon vivre et où voulaient habiter presque tous les cadres du pays fait place aujourd'hui à un triste tableau peint avec des eaux de ruissellement, des maisons et rues inondées jusqu'au torse. La rue Ministre est devenue un véritable cauchemar. Une rue des cauchemars, particulièrement en saison des pluies. En effet, depuis quelques années, le quartier s'est agrandi. De nouvelles constructions ne respectant aucune norme sont sorties de terre. Certains habitats ont même été construits sur les canaux de ruissellement d'eau pluviale, provoquant ainsi des inondations spectaculaires dans tout le quartier et faisant chaque année des dégâts matériels énormes et des pertes en vies humaines. En 2018, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris de lourds investissements dans le district d'Abidjan, tels les travaux de réhabilitation des canaux existants et des travaux d'extension de réseaux qui sont toujours en cours. Un accent particulier a été mis sur les travaux de la rue Ministre. Malgré ces travaux d'assainissement, ce quartier subit encore sévèrement le diktat des eaux pluviales. L'espoir des riverains s'est mué en désespoir. Face à cette situation qui perdure et qui semble difficile à résoudre, les populations s'interrogent. Que faire pour sauver la rue Ministre de Cocody Riviera Palmeraie? Que faire pour sauver la rue Ministre, M. Messouwa? Oui, M. Lanciné, je pense que tout à l'heure, on a planté le décor, on a identifié les causes de ces inondations. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs sites, mais nous sommes revenus particulièrement sur ce site-là parce que il y a une grosse souffrance là-bas. Non, c'est clair. Je pense qu'au niveau de la rue Ministre, il y a des travaux, il y a d'énormes travaux qui ont été exécutés, il y a d'autres travaux qui sont en cours. C'est une question qui est connue. Donc, le ministère de l'Assainissement travaille sur cette question avec l'appui vraiment de l'ONAD. Donc, il y a des travaux d'Hercule qui sont en cours. Donc, je pense que pour les anciens habitants de cette rue, je pense qu'ils ont vu qu'il y a quand même une certaine évolution à date d'aujourd'hui. Donc, ces travaux-là, s'ils sont achevés, ils vont permettre à la population vraiment de bénéficier. D'accord, mais lorsque vous regardez ces images, lorsque vous connaissez bien la rue Ministre, lorsque vous regardez véritablement, quel est le problème? Est-ce qu'on ira jusqu'à dire que cette rue, ce site ne doit plus être habité?
on dit que le site ne doit plus être habité, c'est trop dit. Il y a un certain nombre de... Non, il y a des travaux qui sont en cours, il y a un certain nombre de dispositions qui doivent être prises. Tout à l'heure, quand j'identifiais les coûts des inondations, j'ai dit qu'il y a certaines populations qui construisent sur des sites où il ne faut pas. Donc, ces sites-là, il faut les identifier et puis procéder vraiment à la démolition des bâtiments. Je pense qu'on l'a beaucoup fait dans la zone de Cocody. Au niveau des ouvrages, pour venir aux ouvrages d'assainissement et puis au niveau des bassins versants, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été, beaucoup de bâtiments qui ont été identifiés, qui ont été rasés par le ministère de la Construction en étroite collaboration avec l'assainissement et puis d'autres partenaires. Je pense que le même exercice doit se faire au niveau de la rue Ministre. S'il y a des bâtiments qui vraiment empêchent le coulement normal des eaux, ces bâtiments doivent être identifiés et puis bon, la décision doit être prise vraiment pour permettre aux eaux de ruisseler correctement. Donc voilà un peu ce que je Quel commentaire vous faites sur la rue Ministre, mon colonel? Comme il a dit M. Messou, il faut mettre en place un plan d'urgence, identifier les causes et puis y remédier, apporter des solutions. Mais je suis presque sûr que vous avez quand même des informations sur la rue Ministre. Les causes sont connues, non? Oui, les causes sont connues. Il a déjà relevé les causes. Et il faut dire que l'ONAD a fait d'énormes efforts. Les caniveaux ont été redimensionnés. Il y a un bassin de rétention qui a été construit en amont. On a fait des visites terrain, on a vu les efforts qui sont en train d'être réalisés. Oui, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la rue Ministre, il y a une solution définitive? Oui, il y a une solution définitive. Lorsque les travaux ne sont pas finis, je pense que lorsque les travaux seront finis, on ne parlera plus d'inondation à la rue Ministre. Les travaux doivent être achevés. M. Koupo-Nyoleba, quel commentaire vous faites en regardant ces images? Je vous ai vu... Oui. Voilà. Personnellement, je suis allé voir le bassin que l'ONAD a fait en amont. Et ça m'a permis de faire un tour dans toute la zone. Et je me suis rendu compte qu'il y a des grandes collines qui reçoivent des constructions, en réalité, qui ne devaient pas recevoir des constructions. L'ONAD avait demandé à ce que les gens quittent ces lieux-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, à part le bassin et puis tous les canaux qui se font, il n'y a pas une autre solution verte, c'est-à-dire plantée pour pouvoir retenir l'eau. Parce que le volume d'eau qui arrive, M. Tapé l'a dit tout à l'heure, l'eau part de, comme on appelle, de loin. Parce que toute la zone a été bâtie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on regarde un peu les images, mais il y a des bâtiments qui sont pratiquement à 1 mètre de la rue. Et moi, je disais un jour, la conception même de la voie, je pense que l'erreur est partie depuis la colline. La voie descend d'un seul tenant et la pente est forte. Et tout a été construit et les caniveaux là, ne sont pas dimensionnés pour recevoir les eaux qui viennent des maisons. Les caniveaux sont dimensionnés pour recevoir les eaux qui tombent sur la voie. Donc les caniveaux sont devenus plus petits. Et je suis allé, il y a un grand canal que l'ONAD est en train de faire qui n'est pas encore achevé. Tant qu'il n'est pas achevé, évidemment, nous allons avoir toujours ces difficultés-là. Mais en amont, je pense qu'il est temps qu'on puisse... Parce que là, ce ne sont plus... Ce n'est pas de l'habitat précaire. Ce sont des grandes maisons qui se construisent sur des sites vraiment non constructibles. Il est temps de mener une action, je crois, d'ensemble. Nous tous, nous devons aller sur le terrain, observer et voir s'il faut prendre des mesures draconiennes, on va les prendre. Mais en même temps, il faut planter des arbres. Il faut maintenir l'eau pour que la vitesse soit réduite. Parce que c'est la vitesse qui fait que... il est arrivé un moment, le bitume même s'est enlevé. Ça s'est jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu du bitume que les eaux pluviales enlèvent. C'est qu'il y a eu un problème de départ. La conception de cette voie-là, moi, j'ai beaucoup de doutes là-dessus parce qu'elle part d'une colline et elle descend d'un seul tenant. Et quand vous dites beaucoup de doutes, qu'est-ce que vous dites exactement? C'est-à-dire que le lotissement qui a été fait, il y a des voies où on n'a pas ce problème-là, parce que les voies ne vont pas jusqu'au bas comme on appelle, les parties les plus basses. Soit, si cela existe, c'est que la voie a à côté une canalisation, et je ne sais pas comment je peux appeler cette zone-là, où il y a eu une année en 2010, une inondation, parce que le canal avait été obstrué. Mais là, cette voie-là, elle marche parce qu'effectivement, le canal avait été prévu. Or ici, ce sont des petits caniveaux qui avaient été prévus. Et aujourd'hui, ils ne sont plus
dimensionné pour recevoir le volume d'eau parce que tout a été construit. Et vous savez, quand on regarde les bâtiments, on a l'impression qu'on n'a pas imperméabilisé l'espace. Parce que toutes les eaux qui tombent sur les toits, ben, il faut les récupérer. Elles viennent sur la route. Et en amont, et tout ce qui se fait et les eaux qui arrivent, la vitesse est telle que bon, ben, on ne peut qu'avoir ces éléments-là parce qu'on ne va pas couper la rue. Mais dans la conception, si la rue venait, s'il y avait des voies parallèles et que la rue venait et se butait sur des grands caniveaux, c'est sûr que la vitesse de l'eau allait être réduite pour qu'on n'ait pas ce problème-là. Donc, le travail qui se fait, je pense que c'est la solution. Ça, c'est la réparation de la ville. On répare la ville. Maintenant, il faut faire de la prévention. Parce que le curatif n'est pas seulement la seule solution, il faut aller dans le préventif. Et pour prévoir des choses pendant la saison sèche, nous devons aller tous sur le terrain. La ville, elle doit être surveillée. Hein. Il faut qu'elle soit surveillée. Parce qu'on est dans un pays très bien, où la mentalité... Oui, mais c'est la mission qui vous a été confiée. Oui, au ministère, nous voulons mettre toutes ces stratégies en place pour que la ville soit surveillée. Au quotidien, il faut qu'on aille voir ce qui se fait. Parce qu'il y a des gens qui construisent en espace d'un mois et demi, et ils habitent la maison. Et après, ce sont des cas sociaux qui se présentent aux gens, et ça devient une difficulté pour l'administration. Donc, il est temps que nous changeons de mode et que l'administration veille au grain. Est-ce que, M. Tapé... Nous allons le faire. M. Tapé-Zékré, est-ce que ce n'est pas un exemple d'humanisation mal maîtrisée, cela, véritablement? Je dirais si, sans juger quelque partie que ce soit. Au niveau de la rue Ministre, nous, au plan du drainage, nous avons décelé 3 bassins d'orage qu'il faut faire en amont. Ces 3 bassins d'orage étaient vraiment occupés, bâtis. Et là, le gouvernement a autorisé de faire le seul bassin qu'on a, qui va recueillir près de 760 000 m3 d'eau. On est en train de canaliser. Mais les sites des 2 autres bassins sont encore occupés. Si ces 3 bassins sont réalisés et que les travaux que vous voyez finissent, le site est habitable. Nous confirmons que le site est habitable à la condition que ces 3 bassins soient réalisés et que tout ce qui est prévu comme travaux soit fait. Là, les travaux sont réalisés à 90%. Les eaux que nous voyons là, il y a à peu près 500 mètres de 500 mètres de linéaires qui ne sont pas encore réalisés. C'est pourquoi les eaux sont montées sur la route. Ça, on les voit d'ailleurs. On a dédoublé les canaux au niveau de la rue Ministre. On a dédoublé les canaux au niveau d'Alabra. Dédoublé les canaux pour le passage de Mitterrand, pour aller jusqu'au canal de Golfe. Il y a encore un prêt que maintenant le ministre a pris avec la BID qui va maçonner les canaux qui parlent de Sujufia, kilomètre 9, pour aller jusqu'à Rivera Golfe, effectivement, pour bien canaliser les eaux. Donc, c'est un plaidoyer que je fais. Le site est habitable, à condition que les ouvrages tels que conçus soient réalisés. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la réalisation d'un seul bassin d'orage qui est achevé à 90%. C'est-à-dire que cette année, ça ne s'est pas inondé. Le premier ennemi du bitume, c'est l'eau, c'est le drainage. Ça, je ne me cache pas. Vous dites que ça ne s'est pas inondé? Je n'ai pas bien compris. Non, ça ne s'est pas. C'était un quartier qui était inhabitable. Cette année, les eaux ont coulé. Le seul point là, c'est le point qu'on a vu là, où il y avait les séparateurs de rue, et donc qui ont fait couler les eaux. C'est tout un quartier, j'ai écrit. C'est tout un quartier. On parle de la rue Ministre pour le moment. Absolument. On parle de la rue Ministre. Absolument. Oui. Parlons de la rue Ministre. La rue Ministre n'a pas été inondée. Nous, on était sur le site. Samedi, on y était avec la RTI, avec Fratmat. Ce sont des images de la rue Ministre que nous vous présentons. Oui, dans la semaine. Oui, ça dit que... Ah oui, des images qui datent d'hier et avant-hier. Non, c'est-à-dire que dans le principe du drainage, quand l'eau tombe, il faut accepter que le milieu, l'eau tombe, soit mouillée, soit inondée. Et on fait des calculs de façon à ce que, suivant les temps de retour des pluies, pour dire, bon, on accepte qu'il y a une inondation, par exemple, de 0,50 et qui va s'écouler dans tant de minutes, dans tant d'heures. C'est ça le calcul que nous faisons. Si on devait dimensionner les ouvrages jusqu'à ce que la goutte d'eau qui tombe soit évacuée totalement, c'est des ouvrages énormes qui ne pourraient pas continuer sur une ville. Et ça coûterait trop cher. C'est ce qu'on appelle des calculs. Ça, c'est des projets. Ce qu'on appelle les temps de retour. Et ça a été dimensionné pour des temps de retour bien précis. Et j'ai dit que si les travaux, les 500 mètres qui restent, avaient été achevés, l'eau qui coule là, on ne la verrait pas. Nous, on a marché sur la rue Ministre, sous la pluie.
c'est sous la pluie aussi. Notre équipe de reportage aussi. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut sauver cette rue complètement. On peut la sauver si on réalise les 3 bassins en amont et les ouvrages qui sont attenants à ces 3 bassins qui passent par la rue Ministre qui va au golfe. Et donc, vous êtes en train de nous dire que l'année prochaine, en juin, à la même période, on ne fera pas une émission pour parler de cette même rue? Si les 3 bassins sont réalisés et les canaux à l'aval du bassin. Oui, mais c'est à vous de réaliser, ce n'est pas. Non, nous les moyens existent parce que nous, dès que le site a été libéré, on a réalisé le bassin d'orage. J'ai vous dit que les compensations ne se font pas comme ça. On détermine. Et les structures habilitées, comme le ministère de la Construction et d'autres ministères, passe pour l'évaluation. L'évaluation prend déjà du temps. Cette évaluation apporte un budget qu'on appelle un budget de part, qui est la compensation des gens qui ont touché au niveau du budget de l'État. Il faut le mettre en œuvre. Et puis, une fois que le site est libéré, les travaux sont connus, les projets existent. Les projets ont été faits. Ils existent. Là où ça a été libéré, les travaux sont en cours. Le barrage est fait à 90%. Là, les canaux sont faits à peu près 80%. Mais au niveau de Alabra, on n'a pas senti ça. Très bien. Voilà. C'est rassurant ce que vous dites. Donc, à ce jour, quelles sont les alternatives possibles? Parce que la population et l'autorité, très souvent, sur la question, ne parlent pas le même langage. La première n'adhère pas aux décisions de la seconde, qui, elle non plus, ne comprend pas les agissements de la première. Nous allons voir un exemple de réussite. Le nouveau visage du bassin du Gourou. Plus d'inondations au carrefour de l'Indénié depuis le début de la saison des pluies. Le projet du bassin du Gourou donne de bons résultats et les usagers disent être soulagés. Le reportage de Delphine Blas. Aujourd'hui, le constat est net. Plus d'inondations au carrefour de l'Indénié. Aucun dégât pour le moment pendant cette saison des pluies. Nous avons constaté depuis un moment que ici, là, il n'y a plus d'inondations comme par le passé. Il y a du travail qui a été fait ici. Il y a très longtemps, je passe ici. À un moment donné, on ne pouvait pas passer ici. Ça a créé beaucoup de problèmes. Mais depuis un moment donné, quand on passe ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est propre. L'ouvrage d'assainissement facilite le passage des eaux au niveau du carrefour de l'Indénié. Les usagers se disent soulagés. Les travaux déjà effectués donnent de bons résultats. Nous saluons les travaux. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais déjà, ça promet. Avant, c'était comme ça. On ne peut pas passer. Maintenant, on peut passer. Oui, on est content. Ah, c'est mieux qu'avant, tu vois. Non, maintenant, là, ça va même. Ça va très bien même. Et on est content. Le projet du bassin du Gourou est fait pour stocker de façon temporaire l'eau de ruissellement qui vient en amont pour ensuite la restituer à faible débit grâce à un pertuis de fond, dispositif qui fonctionne comme un dallot vers le système d'assainissement jusqu'à l'Indénié. Aujourd'hui, tout fonctionne correctement. Les travaux ont été faits de sorte que les ordures ne bougent pas le système. Par le passé, le carrefour de l'Indénié était une véritable équation pour l'évacuation des eaux. Les habitudes des populations étaient une des causes, car déversant les eaux usées et déchets dans les caniveaux. Conséquence, ouvrages fréquemment bouchés, cuvettes remplies, ensuite des inondations. Mais aujourd'hui, le visage du bassin de Gourou a changé grâce aux travaux entrepris par le gouvernement ivoirien, mais beaucoup reste à faire. Oui, il y a de bons points tout de même. On dit ce qui est bon, mais en même temps, ce qui n'est pas bon. Bon, colonel, quel commentaire vous faites sur cette réussite-là, le bassin du Gourou? Oui. Ça veut dire qu'on peut réussir en réalité? On peut réussir par des travaux d'aménagement et par la sensibilisation. Il faut amener les populations à avoir des comportements citoyens. Pour nos populations, les canaux d'évacuation des eaux sont des poubelles. Dès qu'ils ont l'occasion, ils vont déverser et ces ordures vont boucher ces canaux. Et ça crée des problèmes. On a des débordements et l'eau va se retrouver sur les chaussées. Donc, il faut éduquer nos populations, les impliquer dans l'entretien de ces ouvrages d'assainissement et de drainage. Mais qu'est-ce qui fait la résistance des populations, à votre avis? Parce qu'en échangeant avec les populations, elles disent oui, nous avons aussi à sensibiliser les personnes comme vous parce que des décisions sont prises, des maisons sont construites avec des autorisations là où il ne faut pas. Monsieur répondra certainement à cela. Oui, c'est-à-dire qu'il faut continuer la sensibilisation. Amener les populations à avoir des comportements citoyens. La sensibilisation, tous les jours.
impliquer les mairies, impliquer les chefs de communauté, impliquer les chefs religieux pour que ça puisse marcher. Aujourd'hui, quand vous allez à la boulangerie, vous voyez que les gens s'alignent pour acheter le pain. Les gens s'alignent pour prendre le waro-waro. Ça dit, par la sensibilisation, on peut arriver à beaucoup de choses, à beaucoup de bons points positifs. Monsieur, oui. Alors, je suis obligé de m'adresser à vous, oui, parce que c'est un exemple de réussite. C'est ça. Voilà, vous faites votre commentaire et on verra la suite. Oui, je pense que le commentaire est simple. Au niveau de l'Indinie, il y avait un problème, il y a un diagnostic qui a été fait. Les problèmes ont été identifiés et puis des solutions ont été apportées en termes de travaux. Là, tout à l'heure, on a vu un grand bassin de rétention. Ça veut dire que toutes les eaux qui viennent de toutes parts sont retenues là, donc ça nous a permis vraiment de régler le problème de l'Indinie. Tout à l'heure, on parlait de la rue ministre, c'est la même chose. M. Tapé l'a si bien dit, le diagnostic est posé. Il y a des sites qui doivent faire l'objet de déguerpissement pour que des travaux puissent se réaliser. Donc, je pense que nous sommes dans la même dynamique. Il faut rapidement dégager ces populations-là, mais comme il a si bien dit, quand on déguerpit des populations, il y a des mesures d'accompagnement, il y a un coût, et donc il y a un process, donc ça s'inscrit vraiment dans un délai. Du mal à voilà, donc dégager. voilà, donc pas qu'on a du mal, mais on respecte le process. Voilà, il y a des mesures d'accompagnement, il y a un volet social important, parce que vous ne pouvez pas dégager des populations et puis les mettre dans la rue. Quand on déguerpit des populations, il faut pouvoir leur trouver vraiment une porte de sortie, il faut pouvoir les reloger. Donc c'est ça qui est la difficile équation que nous avons et nous sommes dans cette dynamique et ça se passe bien. Voilà un peu ce que je voudrais dire. L'exemple que vous avez vu, M. Koupo Nyoriba, qu'est-ce qu'il vous inspire véritablement? Il y a un travail qui a été fait. L'espace a été réparé. Moi, j'appelle ça la réparation urbaine. Et maintenant, il faut aller, comme le colonel le disait, il faut travailler en amont. Et il y a même une coulée verte qui est prévue depuis le bassin d'Oreille jusqu'à la forêt du Banco, le long de la voie, pour pouvoir retenir ces eaux-là et rendre donc le sol plus intéressant pour que le volume d'eau, parce qu'au fur et à mesure, on construit en amont. Et c'est le problème. On construit, on densifie et les problèmes peuvent ressurgir. Donc il y a un travail qui a été fait. Moi, je félicite le ministère de l'Assainissement qui a fait un travail. C'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en un an. C'est pour cela. Et comme la pluie tombe chaque année, évidemment, pendant les premières années, avant les résultats, mais on voyait toujours l'inondation. Aujourd'hui, ça a été bien fait. Et comme il a dit tout à l'heure, il y a 3 bassins d'orage à faire du côté de la rue Ministre. Il y a un qui a été fait. Et il y a les endroits où les bassins doivent être faits sont occupés. Il y a une action à mener. Et ça va provoquer ce sera une affaire sociale. Parce que tout ce qu'on va déplacer, il faut les reloger. C'est dès maintenant, avant qu'ils ne densifient, parce qu'il y a quelques constructions isolées, c'est dès maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Il a dit que les moyens sont dégagés pour qu'on ait le même résultat qu'on a aujourd'hui à la baie de Cocody. Et tout peut se faire. On répare la ville, mais en même temps, il faut la repenser. Il faut revoir la densification. Une densification urbaine, elle est pensée. Elle ne se fait pas au hasard. Et il y a des perspectives qui arrivent aussi. Nous sommes allés, le ministère de la Ville est allé à Bégerville, nous sommes allés à Songon, mais il y a des perspectives qui arrivent. Hein. La nouvelle voie de Bégerville qui a été faite, c'est parce qu'il n'y a pas de mort, il y a une inondation tout le temps. Il y a un quartier ECI là. Et aujourd'hui, la voie est venue avec des caniveaux de part et d'autre. Les eaux viennent de là-haut et le volume d'eau a augmenté. Et on voulait même attirer l'attention du ministère de la Constitution, certainement qu'il ne sait pas. On a vu, non loin de ce petit pont-là, et en allant vers le feu, à gauche, il y a une station de service qui est en construction là. Donc ils vont imperméabiliser encore l'espace, ça va augmenter le volume d'eau. Et ce sont ces petites choses-là qu'il faut voir dès maintenant pour que les choses ne s'empirent pas. Sinon, le volume d'eau à côté, et la dernière fois nous sommes allés voir dans ce quartier-là, au début c'était les premières maisons, maintenant l'eau traverse pour aller à l'intérieur du quartier, alors qu'il y a des travaux qui ont été faits. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en perspective. La lagune n'est pas loin. Et, donc, et même avant d'arriver là, avant le centre de formation, il y a quelqu'un qui a construit une grande maison dans un bassin d'orage. C'est sûr qu'il n'a pas de permis, il a fait comme ça. Et aujourd'hui, d'autres vont commencer à construire. Le même problème va se poser, l'eau va reculer, ça peut déranger toute la voie qui a été faite. Donc je pense qu'il faut faire de la prévention aussi. Il faut regarder pour que nous puissions mettre d'autres stratégies en place. Le ministère
de la ville s'attelle à le faire. Et moi, je salue l'ONPC qui est sur le terrain. Il faut que nous allions sur le terrain pour pouvoir effectivement relever tous ces défis-là qui arrivent. Même cette voie qui a été faite de choses comme la grande traversée de la ville de Bingerville, quand on quitte le marché dans le bas-fond, il y a déjà un problème qui se pose là. Il y a une rue qui fonctionne comme la rue Ministre, qui va dans le village d'Aguien. Avant même que le bitume n'arrive, déjà il y avait un problème là. Et le problème se pose encore. Donc il y a une canalisation à faire. Je pense que ce sont des choses qu'il faut regarder dès maintenant. Il y a des lotissements qui se font, qui sont juxtaposés. Il y a des opérations immobilières et juxtaposées entre les opérations immobilières. On ne sait pas ce qui se passe. Demain, il va se poser encore des problèmes d'assainissement. Nous pensons qu'il faut faire de la prévention dès maintenant. Et comme il a dit, il faut faire de la sensibilisation. Les émissions de télé, il faut les faire. Il faut montrer à la population. On les fait. Voilà, il faut que nous, les ministères, nous devons prendre l'initiative. Non, mais je veux me dire que souvent, on n'a pas besoin des émissions de télé pour faire ce travail-là qui existe. Il faut le faire. Alors, M. Tapé-Zekri, est-ce qu'aujourd'hui, on a d'autres alternatives pour sortir de cette situation-là? Parlant de l'Indonésie spécifiquement, je vais mettre l'accent sur l'effort quand même de Madame le ministre. Ça, ces 3 bassins que vous voyez à l'Indonésie ont été financés par les fonds même de l'État. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a vu la BAD qui a financé des bassins d'orage jusqu'à Abobo, vers Payé, Dokui et tout ça. Et ce n'est pas fini. Elle vient maintenant d'avoir un prêt avec la BOAD pour conforter les travaux qui sont là, puisqu'il y a beaucoup de ravinements dans le bassin versant. Les travaux vont commencer prochainement. Ça devait commencer, la première pioche devait être lancée, mais là dépend d'elle. Ça va commencer maintenant. Et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'arrivées de sable, beaucoup d'arrivées de déchets. Et ces services, nous sommes à pied d'œuvre pour voir avec la salubrité, la nagette, à disposition pour que, effectivement, tout dans le bassin versant du Gourou, tous les déchets soient collectés et soient mis là où ça doit être mis. Je veux dire que ces gens de travail-là, que la population salue, et je suis d'accord avec elle, c'est vraiment des travaux de longue haleine, d'un effort soutenu, dans lequel chacun doit participer. L'État fait sa part, il faut que la population fasse vraiment sa part. Et ils ont beaucoup insisté sur la part de la population. L'incivisme que nous rencontrons. Dans ce bassin-là, les ordures que vous voyez viennent par exemple en remontant du côté de gendarmerie Agban. Il y a un barrage qu'on a fait. Il y a un quartier précaire qui s'est créé vers Plateau de Cuy. Il n'y a pas d'accès. Les ordures qui prennent sont déversées dans le bassin. Donc le bassin de Agma, aujourd'hui, là, c'est plein. Il faut que chaque fois l'eau passe pour récurer. On a découvert un quartier précaire entre l'université Nagui à Progoa et Koko Vico, dans le ravin. Nous avons fait un drone qu'on a montré effectivement aux deux maires, celui d'Abobo, celui d'Agamé, pour dire voilà les difficultés qui commencent à naître. Tous ces gens-là, tu les vois, c'est des maisons, on dit quartiers précaires, mais tu vois des immeubles qui sont construits dans ces quartiers. Donc pour leur déplacement, effectivement, ça pose le problème de suivi d'un processus pour pouvoir les déplacer. C'était pour ajouter vraiment à tout ce que l'on dit. Maintenant, aujourd'hui, madame, elle continue. La sensibilisation est vraiment très importante. Ils sont confrontés à l'incivisme vraiment de nos frères. Nous-mêmes, nous sommes venus de quelque part. Peut-être que nous disons aujourd'hui, on ne le savait pas, maintenant qu'on le sait. On essaie de faire passer ça au niveau de nos parents, de nos frères. Mais il y a beaucoup de réticences, mais on n'est pas découragé. Vous voyez, par exemple, Marcory, c'était toute une lagune. Donc, ils sont habités. Bon, il a fallu intervenir sur le canal d'Almabo pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Donc, on va continuer la sensibilisation pour que nos parents comprennent le bien fondé d'un cadre assaini. Nous parlons aujourd'hui du coronavirus. C'est un amalgame de beaucoup de choses. Il y a le palu dedans, il y a le rhume, il y a tout ça. Mais ici, le milieu même est assaini. Le milieu est assaini. L'eau qui tombe du ciel, elle s'évacue normalement. L'eau qui vient des toilettes, l'eau usagée, elle évacue normalement. Le milieu est assaini, mais ça provoque vraiment une certaine immunité au niveau de la santé. Il faut qu'on comprenne ça. Et pour ça, maintenant, le ministre organise chaque année des campagnes. Dans les grands ménages, les campagnes de sensibilisation dans les communes, pour que effectivement nous-mêmes, nous puissions ramasser, prendre soin des ordures qui viennent de chez nous, les déposer là où il faut, dans les coffres, mais pas les déposer à côté, pour ne pas que ça bouge vraiment et les avaloirs et les regards.
Moi, c'est ce que je voulais acheter. L'action vraiment de sensibilisation, elle est très importante. Très importante, à tous les niveaux. Et il faut la maintenir, il faut que ce soit une pression. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, on puisse passer maintenant à l'action de... Voilà. Des sanctions. Il faut faire ça, l'action de sanctions. On peut pas... Il y a des villes, vous arrivez dans certaines villes, au Ghana, vous ne pouvez pas déposer... Vous mangez quelque chose, vous pouvez déposer comme ça. Ça, c'est la sensibilisation. Changement de mentalité. Mais c'est un travail de longue haleine dans lequel, effectivement, nos patrons ont vraiment confiance. Est-ce qu'Abidjan est saturé? Doit-on déménager à Abidjan ou bien doit-on reconstruire une autre ville? Bon, dit qu'Abidjan est saturé, c'est la densification. Tout le monde veut venir à Abidjan parce que Abidjan, c'est la capitale économique, c'est le poumon de l'économie. Donc, il y a l'exode rural, tout le monde veut venir à Abidjan. Donc, c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de quartiers précaires. Les gens arrivent, ils ne savent pas où s'installer. Donc, toutes les poches sont bonnes pour qu'on s'installe. Ça, c'est la première réalité. Mais en même temps, nous disons qu'il faut prendre des mesures pour accompagner vraiment ce processus. Une ville, ça s'accompagne parce qu'une ville, il y a des mutations profondes. Donc, il y a des actions qu'il faut mener vraiment pour accompagner ces mutations. Là, tout à l'heure, on a parlé de réparation de la ville. Donc, il faut réparer la ville. En même temps, il faut prendre des mesures en amont pour prévenir certaines situations. Parce que quand on a une ville qui a 5-6 millions d'habitants, ce n'est pas la même approche que quand une ville a 10 millions, 20 millions, comme Lagos par exemple. Donc il y a des actions à mener. Tout à l'heure, je pense qu'on parlait de... Je voulais que vous me permettiez de rebondir un peu sur la question de construction, parce qu'il y a certaines populations qui construisent là où il ne faut pas, il y en a qui construisent au mépris vraiment de la réglementation à vigueur. À ce niveau-là, je voudrais dire que le ministère de la Construction sur la houlette vraiment du ministre Luna Bagno-Koni a pris vraiment beaucoup d'initiatives. Par le passé, les gens construisent sans contrôle, parce que quand on construit, il y a un process légal de construction qui est en vigueur qu'il faut respecter pour garantir la stabilité de l'ouvrage, notamment passer par un architecte qui va faire la conception. Après l'architecte, il faut verser les plans à un bureau d'études qui va dimensionner le bâtiment, ça donne l'ossature pour que le bâtiment puisse tenir. Et puis après, il faut une entreprise qualifiée. Et une entreprise qualifiée qui exécute le bâtiment, ça ne va pas se faire n'importe comment. Il y a un bureau de contrôle qui est chargé vraiment de la mise en œuvre. Donc, il va s'assurer que le matériel qui est utilisé est de bonne qualité. Il va s'assurer que les matériaux qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'exécution de son projet sont des matériaux de bonne facture, donc de bonne qualité. Donc, ils vont contribuer vraiment à la sûreté de l'ouvrage. Donc, tout ça, ce sont des mesures que nous avons prises. Aujourd'hui, si vous construisez, s'il n'y a pas un bureau de contrôle ou un ingénieur conseil, vraiment qui est chargé de faire le suivi, donc tout de suite, on vous arrête et puis on peut procéder à la démolition de votre ouvrage. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont faites dans ce sens, vraiment, n'est-ce pas, pour sécuriser les différents bâtiments qui sont construits. Mais pour ce qui concerne les constructions anarchiques, tout à l'heure, je pense qu'on l'a dit, il y a beaucoup de quartiers précaires, les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. On procède à des déguerpissements, mais pendant que vous déguerpissez à gauche, il y a un autre quartier qui s'installe à droite. Le défi est énorme, le gouvernement est mis devant le fait accompli, et pour régler, pour solutionner vraiment ces questions-là, ça nécessite vraiment des financements importants, ce qui n'est pas aisé. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans la dynamique, nous procédons à des démolitions. Il y a beaucoup de démolitions qui ont été faites au niveau de l'emprise des ouvrages d'assainissement, au niveau des bassins d'orage. Et c'est un travail qui se poursuit. C'est un travail qui se poursuit, on n'a pas baissé la garde. Nous assumons pleinement notre responsabilité avec les partenaires techniques tels que l'ONPC, le ministère de la Ville, le ministère de l'Assainissement, l'ONAD et d'autres partenaires, et puis avec des financiers tels que la BAD. Donc voilà un peu le travail qui est fait, mais je voulais revenir sur le point de la sensibilisation de la communication. C'est très important. Il est important qu'on sensibilise nos populations pour qu'il y ait vraiment des comportements citoyens. Quand un site est identifié dangereux, quand un site est identifié non édificatif, c'est-à-dire non constructif, parce que les conditions d'habitabilité ne sont pas réunies, il ne faut pas s'établir. Donc aujourd'hui, il faut sensibiliser, il faut donner l'information. Mais après, il y a la sanction. Je l'ai dit à l'entame de mon propos qu'il y a tout un assurage juridique aujourd'hui qui nous permet vraiment de réprimer, de sanctionner, de fixer des amendes. Et puis les amendes aujourd'hui sont vraiment très importantes, les amendes sont dissuasives. C'est des amendes de 50 millions à 100 millions. Parce que c'est évalué en mètres carrés de surface bâtie. 15 000 francs, 20 000 francs, 25 000 francs, la surface bâtie. Donc, c'est des amendes qui sont dissuasives, de sorte que la population est en train de prendre conscience. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas suffisamment perceptible, mais sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui sont faites.
Le dernier élément que je voudrais dire, c'était vraiment le contrôle. Le contrôle, c'est une question importante qui nous permet de régler beaucoup de choses en amont, qui nous permet vraiment de prendre des précautions en termes de prévention. Parce que si le contrôle est efficace sur le terrain, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Et à ce niveau-là, nous avons compris. Et c'est pour ça que la plateforme collaborative de contrôle a été mise en place, avec l'ensemble des ministères ici présents. Il y a le ministère de la ville, il y a le district, il y a l'ensemble des communes, il y a le ministère de l'assainissement. Donc c'est ensemble qu'on fait le contrôle sur le terrain, pour des questions d'assainissement, pour les questions d'urbanisme, etc. Donc tous les acteurs techniques du ministère de la Construction sont concernés. Et en plus, il y a les ministères techniques, il y a les communes et puis il y a le district d'Abidjan. Et avec les moyens que nous sommes en train d'engager à travers les amendes, ça va nous permettre vraiment d'avoir le matériel approprié, notamment les véhicules pour la locomotion, le carburant, et éventuellement, s'il y a possibilité, qu'il vous faut pour pouvoir faire exactement le travail. Vraiment encourager vraiment les acteurs terrain, les techniciens sur le terrain qui sont chargés de faire le contrôle. D'accord. Monsieur Koupo Nyoleba, je reviens à cette question. Est-ce qu'il arrive de penser qu'il faille construire une nouvelle ville d'Abidjan? Je pense à Dubaï, je pense à Brasilia, je pense à Abuja. Yamoussoukro était sur la liste il y a un moment. Et on y pense des fois. Oui, ben écoutez... Ou bien c'est utopique, non? Non, ce n'est pas utopique. On ne va pas reconstruire la ville d'Abidjan. On peut lui donner un souffle nouveau en faisant peut-être en périphérie, en créant d'autres petites villes, ou bien renforcer les villes qui existent. Par exemple, Songo, si on vous dit que Songo a plus de 500 km², hein, donc il y a encore du terrain. Pour une population d'environ 60 000 habitants. Donc il y a du terrain. Et la voie sera élargie, donc bien reliée à la ville d'Abidjan. On peut repenser Songo pour pouvoir faire de Songo une ville périphérique qui va décongestionner à un moment donné la ville d'Abidjan. C'est une question de distance. Hein. Aujourd'hui, celui qui est à Benjerville et qui travaille en zone 4 ou bien en zone industrielle de Yopougon, il traverse toute la ville. Hein. Et donc, quitter Songo pour venir à Abidjan, les gens le font déjà. Et il y a des réflexions qui se mènent. Entre Bassam et Abidjan, il y a un développement qui se fait. Vous voyez aujourd'hui l'ancienne voie qui mène à Bassam. Mais il y a des opérations qui se mettent en place. Tout ça, il faut regarder pour voir comment on peut coordonner les choses pour que nous ayons des espaces tampons qui vont donner une force à la ville d'Abidjan parce qu'elle commence à être densifiée sans orientation. On avait 139 quartiers précaires. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 quartiers précaires. Attention, au fur et à mesure, les quartiers précaires augmentent. Ça veut dire qu'il y a un problème de logement. Il y a le ministère qui est en charge du logement a mis des nouvelles stratégies en place pour pouvoir construire des logements sociaux. Nous pensons qu'il faut revoir cela en périphérie pour que nous puissions avoir une ville aussi vivable parce que les embouteillages, quand ça commence, tout s'allonge. Benjerville aussi a de l'espace. Il faut voir Benjerville, comment il faut repenser Benjerville pour que nous puissions mettre, à partir du schéma directeur, des plans d'urbanisme de détail pour que nous sachions réellement ce qu'il faut faire dans ces zones-là. Je pense que l'État fait des efforts. Le ministère de la Ville a été créé pour ça. Nous sommes là et d'ici 2021, vous allez sentir notre présence sur la Très bien. Nous sommes en tout cas impatients de le savoir. Voilà. Monsieur Tapé-Zécré, est-ce que l'exemple du Sénégal avec Diamniadio vous inspire quelque chose? Je ne connais pas cette zone-là. Je sais qu'au Sénégal, il y a des choses qui ont été faites. Si vous pouvez m'éclairer un peu. Sinon, je ne connais pas la zone de Diamniadio. C'est une ville nouvelle. À quelques kilomètres de ah oui, ben, nous, en assainissement, ça dit que nous sommes favorables à ce que, effectivement, on donne de la force à des villes satellites. Parce qu'en matière de salubrité, par exemple, s'il y a des villes satellites comme ça, on crée l'intercommunalité. On ne crée pas l'intercommunalité des communes pour pouvoir collecter les ordures et puis les traiter à un endroit bien précis. Chaque ville n'a pas besoin d'avoir des sites, un CVET comme à Abidjan, là, par exemple, on peut faire l'intercommunalité. Donc, s'il y a des villes satellites comme ça,
et qui permet de faire, bon, de créer des poumons verts pour ventiler la ville, ça permet en plus de ne pas avoir de gros ruissellements en un temps record. Parce que l'eau qui tombe, qui avance, c'est un débit, une quantité d'eau par unité de temps. Alors, si elle est grosse par unité de temps, ça, effectivement, ça apporte vraiment des inondations. Donc l'idée serait d'aller dans ce sens. C'est pourquoi effectivement le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité s'est engagé dans une politique de schéma directeur. Aujourd'hui, le ministre a pu réaliser, en plus d'Abidjan, 15 schémas directeurs des chefs-lieux, des villes d'intérieur. Donc il y a une prospection, voilà, quelque chose qui permet effectivement de maîtriser, si c'est mis en œuvre, de maîtriser effectivement les problèmes des écoulements et les problèmes d'eau usée. Donc, vraiment dans cette dynamique-là, de couvrir le pays. Et puis, traiter aussi en même temps, pourquoi pas. Dans nos villes, ce qui manque, on parle d'inondation. Mais il y a une pollution qui est là, qui est latente, avec laquelle nous vivons. Mais nos parents qui sont dans ces villes-là, les eaux usées qui viennent de leurs fosses sont traitées comment? C'est ce qu'on a les bouts de vidange. Il y a aussi une politique qu'elle met en place, effectivement, pour que, voilà, au niveau des grands centres, il y a des stations d'épuration pour recueillir ces bouts de vidange. Parce que quand les gens vidangent nos fosses, ils vont au plus pressé, derrière la maison, ils déversent. C'est une pollution qui est là. C'est vrai, on voit l'inondation aujourd'hui, c'est vrai, mais celle-là aussi, elle est très dangereuse. J'aimerais bien avoir le point de vue de l'ONPC sur la situation à l'intérieur. Elle n'est pas du tout dramatique. Oui, à l'intérieur du pays, précisément à Diokwe, le fleuve Le Guemon, pendant les pluies diluviennes, sort de son lit et il inonde beaucoup d'habitations. Ça crée des dégâts. Il y a un mois, il y a eu de fortes pluies à Daoukro, où des populations ont été impactées par ces pluies diluviennes. Voilà. Il y a à Beauville aussi, il y a à Boisseau. Voilà. Et dans ces zones, vous avez déjà pris certaines dispositions pour... Si, avec les préfets, les maires, le préfet, il est le coordonnateur du plan Orsec dans son département. Donc, il participe à la sensibilisation, à la prévention du risque d'inondation dans son département. Voilà. Nous avons, à travers le pays, 30 centres de secours avec des pompiers civils. Eux aussi, ils relaient la sensibilisation dans leur localité, avec les préfets, les maires. Voilà. Il y a beaucoup d'actions de prévention, de sensibilisation, d'intervention. Et avec nos centres de secours, c'est une centaine d'interventions par jour pour incendie, pour accidents de la circulation, pour femmes en période d'accouchement. Et pendant la période du coup-feu, ils ont été vraiment d'un apport capital pour les populations. Voilà. Dès que les femmes sont en travail, on appelle le centre de secours et l'ambulance vient chercher les femmes en travail pour les évacuer vers les centres hospitaliers. C'est vrai que vous êtes sur tous les terrains. Pendant que vous avez la parole, justement, la dernière minute, une minute pour votre conclusion, quel message vous pourriez passer? Nous n'avons plus que 3 minutes, une minute pour Je voudrais lancer un appel aux populations pour éviter de jeter les ordures dans les canalisations qui servent au drainage des eaux de pluie. Éviter les zones à risque, parce que le danger, il est réel. On a eu l'exemple d'Anyama, avec 17 morts, c'est dramatique. C'est dramatique. Et puis, en temps de pluie, il faut sortir couvert, éviter de s'engager dans un chemin où il y a plus de 20-30 cm d'eau. La voiture n'est pas un abri. Lorsqu'il pleut abondamment, il faut garer votre véhicule, vous mettre à l'abri. Maintenant, pour les populations qui habitent dans les zones à risque, quand il pleut, il faut chercher à se mettre en hauteur. Si on a un immeuble, habiter, passer aux étages supérieurs. Bon, pour ceux qui sont dans les maisons basses, se mettre sur les tables, éviter d'avoir les pieds dans l'eau, disjoncter le courant. Absolument. Éviter de se mettre sous les arbres à cause de la foudre. Ah ouais, vous comprenez. Monsieur Messou, une minute pour conclure, que pourriez-vous dire? Oui, d'accord. Rapidement, je voudrais dire un mot sur la ville nouvelle de Diamniadio du Sénégal. Je voudrais dire que c'est une bonne chose, mais une ville nouvelle, quand elle se crée, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres, notamment le transport. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Sénégal, notamment à Dakar. Aujourd'hui, quand tu quittes Dakar pour venir à l'aéroport qui est à Diamniadio, le transport, c'est 30 000, 40 000 francs.
Donc ça veut dire que le système de transport qui devrait être mis en place pour accompagner la mise en place de la ville nouvelle n'a pas été fait. Donc il n'y a pas que des points positifs. Voilà, c'est vrai que je salue l'initiative, mais je voudrais ici relever que quand on crée une ville nouvelle, il faut prendre vraiment toutes les précautions pour que cette ville-là vraiment puisse se respirer. Donc à la conclusion, pour moi, je voudrais vraiment attirer l'attention de la population sur les constructions anarchiques. Je voulais attirer l'attention de tous les usagers sur le respect de la réglementation en matière de permis de construire. Et nous procédons à des sensibilisations à travers les canaux sociaux, à travers la presse écrite, à travers souvent quand nous avons l'opportunité à travers la télévision. Mais très prochainement, nous allons procéder à des actions d'éclat. Nous allons procéder vraiment à des démolitions systématiques vraiment pour donner des leçons. Et ce sera appuyé par une communication vraiment très appuyée pour montrer à la population que vraiment il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Monsieur Koubo. Nous, en tant que jeu du ministère, nous voulons dire déjà que nous menons des actions. La semaine dernière, le ministre de la Ville, François Albert Micha, a été à une forte délégation à Songon pour voir ce qui se fait à Songon et voir comment Songon peut être transformé en une ville nouvelle pour pouvoir décongestionner la ville d'Abidjan. Donc les réflexions se mènent et nous voulons dire aussi qu'il faut que les populations mènent des actions citoyennes pour que les villes fonctionnent bien. Très bien. Je termine par vous, M. Tapé-Zekri. Moi, c'est au nom du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, c'est un appel en direction de la population pour que vraiment elle quitte les zones à risque, qu'elle ne déverse pas les déchets partout. Un appel aussi encore au gouvernement qui a fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse faire un certain nombre de travaux, mais il y a des efforts vraiment à faire supplémentaires pour qu'on achète les travaux de la rue Milice, les deux autres bassins. Un effort pour que le engrais château dit Fandasso soit pris en compte. Les projets, les solutions sont connues, mais on attend effectivement que ça, il y ait des actions et que Sinakasi aussi, les actions sont connues, Bonoumé, les actions sont connues, donc un effort supplémentaire pour le gouvernement qui ne se lasse pas vraiment d'aider la population. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Il fallait répondre à la question majeure. Comment faire face aux conséquences des pluies diluviennes, inondations, éboulements, effondrements de construction sont sans conteste l'autre visage de la mauvaise urbanisation. Très souvent, à l'origine de ces désordres, il y a forcément la défaillance humaine. Nous espérons juste que le regard porté sur la question ce soir par nos invités vous conduira chacun à faire ce qu'il doit faire. C'était le débat. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.